suis ravie de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Sur Al Oula, voici les titres de l'actualité. Ouverture à Dakhla des travaux du Forum Trans-Montana. Une ouverture marche royale dans laquelle Sa Majesté le roi Mohamed VI invite à la promotion de la coopération Sud-Sud comme vecteur de l'émergence d'une Afrique nouvelle. À Ain Aouda, son Altesse royale, la princesse Lella Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, visite l'éco-école Al-Masjid à l'occasion de la 12e année du programme Éco-école. Le 25e rallye classique du Maroc. Cette année, 2100 km ont été parcourus en 6 étapes pour cette escapade du cœur avec des voitures d'époque. L'arrivée des concurrents, c'était ce matin à Marrakech, au pied de la muraille. Mais d'abord, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux serviteurs des lieux saints de l'islam suite au décès du prince Bandar Ben Khalid Ben Abdelaziz Al Saoud. Dans ce message, le souverain exprime au roi d'Arabie Saoudite ainsi qu'à tous les membres de son illustre famille royale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d'accueillir le défunt en son vaste paradis. Message royal de félicitations adressé à Madame Bidia Devi Bandari à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République démocratique fédérale du Népal. Plus d'1 millier de participants d'une centaine de pays, Dakhla accueille pour la 4e année consécutive le prestigieux Forum Trans-Montana. À l'ouverture des travaux de cette grande messe pour l'Afrique, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message dans lequel le souverain a souligné que le Maroc fait de la coopération Sud-Sud un vecteur de l'émergence d'une Afrique nouvelle, confiante en ses potentialités et ouverte sur l'avenir. La lecture du message royal a été donnée par le président de la région Dakhla Ouad Dahab, Injartat Souad Anachet. En s'engageant à consolider ses relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, en particulier avec les pays subsahariens et sahéliens, et à renforcer la coopération Sud-Sud. Le Maroc compte parmi les pays africains qui ont l'ambition et la volonté de faire en sorte que le continent prenne en main son destin, souligne Sa Majesté le Roi. Pour ce faire, le Maroc a développé un véritable modèle innovant de coopération Sud-Sud, lequel se fonde sur l'échange de connaissances, de compétences, d'expertise et de ressources, tout en associant l'ensemble des sous-régions du continent et des secteurs pertinents. Placée au cœur de la politique africaine du Royaume, la coopération Sud-Sud se veut intégrée et multidimensionnelle. Le souverain note que depuis 15 ans, 1000 accords de coopération ont été signés avec 28 pays africains. Ils ont trait à des domaines aussi variés que l'éducation, la santé, la formation, l'infrastructure et l'agriculture. Et le souverain de poursuivre qu'il s'agisse de transfert des technologies, de partage du savoir, d'établissement de partenariats publics-privés dans divers secteurs ou de formation et d'enseignement supérieur, le Maroc a su développer une expertise reconnue sur l'échiquier africain. L'offre marocaine était unique dans son genre, dans la mesure où elle place l'humain au centre de ses préoccupations et combine l'économique et le social, le culturel et le cultuel, le sécuritaire et le militaire. Sa Majesté le Roi rappelle qu'en sa qualité de leader de l'Union africaine pour la question de la migration, il avait proposé au 30e sommet de l'UA un agenda africain pour la migration qui recommande notamment la création d'un observatoire africain de la migration et la désignation d'un envoyé spécial de l'UA chargé de la migration en vue d'appréhender le phénomène dans sa globalité de manière pertinente. Le Royaume, ajoute le souverain, a été précurseur en matière d'accueil et de gestion des flux de migrants en situation irrégulière présents sur son territoire, notant que cette initiative à vocation fondamentalement humanitaire constitue non seulement une nouvelle forme de solidarité envers nos frères africains, mais elle conforte également notre engagement, a souligné le souverain, auprès des populations africaines. Autre domaine d'expression de la coopération Sud-Sud développée par le Maroc est celui de la lutte contre les effets dévastateurs des changements climatiques. Le Maroc, pays hôte de la COP22, a tenu à opérationnaliser l'accord de Paris à travers une COP
cap de l'action qui place les préoccupations de l'Afrique au cœur des discussions, rappelle le souverain, invitant à nouveau les pays du Nord à tenir les engagements renouvelés à Marrakech, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de financement des stratégies climatiques des pays du Sud. Nous avons saisi l'occasion de ce rendez-vous climatique mondial pour convoquer le premier sommet africain de l'action en présence de 41 de nos frères chefs d'État et de gouvernements africains. À mon initiative, le sommet a décidé d'accorder la priorité au développement du Sahel et en particulier du bassin du lac Tchad, des États insulaires et du bassin du fleuve Congo, a poursuivi le souverain. Et Sa Majesté le Roi d'affirmer que le Maroc tient à mettre en place des projets stratégiques d'envergure, citant à titre d'exemple 2 récents projets structurants au niveau continental, le gazoduc africain atlantique dont l'objectif est de refondre le marché régional de l'électricité ou encore l'établissement d'unités de production de fertilisants avec l'Éthiopie et le Nigeria qui vise à améliorer la productivité agricole et favoriser la sécurité alimentaire dans l'ensemble de la sous-région. Et d'ajouter que c'est dans ces perspectives de partage mutuellement bénéfique et de consolidation des partenariats sous-régionaux existants que s'inscrit le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle, l'Union africaine. Le Maroc indique Sa Majesté le Roi a fait le choix de placer la régionalisation avancée au cœur de son modèle de développement économique, notant que la région est aujourd'hui appelée à devenir une collectivité qui a les pouvoirs d'agir sur son destin dans le cadre de l'intégrité territoriale du royaume. Plus qu'un simple aménagement territorial ou administratif, la régionalisation avancée traduit une volonté forte de rénover et de moderniser les structures de l'État pour consolider le développement intégré de nos territoires et fédérer ainsi tous les acteurs autour d'un projet commun. Sa Majesté le Roi met en avant la volonté de faire émerger au sein des 12 régions que compte le Maroc une nouvelle forme de croissance économique, une croissance inclusive, soutenue localement par les secteurs publics et privés. Nous avons voulu renforcer en particulier la cohésion nationale et l'accès aux services publics dans des territoires à fort potentiel, dit le souverain, soulignant que nulle part ailleurs cette réalité régionale n'est aussi prégnante que dans la belle région de Dakhla. Cette région a connu, à l'instar des provinces du Sud, une transformation politique, économique et sociale. Sa Majesté le Roi affirme que notre ambition est de poursuivre cette action pour que le Sahara marocain renoue avec sa vocation historique de carrefour dans le continent. Le souverain n'a pas manqué de souligner également que le continent africain ne manque ni d'ambition, ni de volonté d'aller de l'avant et qu'il a besoin de nouvelles formes d'organisation collective, d'administration et de gestion des territoires. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des invités de marque se donnent donc rendez-vous à Dakhla pour débattre de l'avenir de l'Afrique, du développement durable et de la coopération sud-sud, mais aussi des différents défis du continent à l'ère de la mondialisation. Quel a été le programme de cette première journée? Notre envoyé spécial à Dakhla, Nessal El-Hamdabi, nous éclaire là-dessus. C'est un sujet réalisé avec Atman Tazi, Yassine Mazi et Hasna Moussavi. Il existe des endroits où l'on se sent bien et où l'on est bien accueilli. Dakhla, qui abrite le forum Crans-Montana, en fait partie. Cela a été souligné d'emblée par le président fondateur du forum à l'ouverture de cette grand-messe. L'Afrique est bien au Maroc, les pays africains et l'ensemble des invités aussi, a-t-il dit. Voilà pourquoi les faiseurs d'opinion, les décideurs politiques, la communauté des affaires et les intellectuels y affluent des 4 coins du monde pour la 4e année consécutive pour prendre part à ce grand rendez-vous international. Un événement qui contribue à faire progresser l'Afrique et à œuvrer pour sa prospérité. Ce continent dont l'avenir passe notamment par sa jeunesse, comme l'a bien souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son message adressé aux participants du forum, tout en mettant en exergue la nécessité d'adopter des partenariats sud-sud solidaires, novateurs. Le message étant ne peut plus fort, il a d'ailleurs été salué par de grandes personnalités ici présentes. J'ai trouvé pratiquement tout ce que j'attendais. C'est un message qui nous dit tout l'engagement du Maroc et tout l'engagement de Sa Majesté de faire en sorte que l'Afrique s'en sorte. Et ça, c'est extrêmement important. Quelqu'un l'a dit il n'y a pas très longtemps. Dans quelques années, l'Afrique aura certainement 2,5 milliards d'habitants et ça compte.
En tout cas, il faut que ça compte. Nous, Africains, nous devons faire en sorte que ça compte et je pense que c'est la voie sur laquelle le Maroc s'est engagé. Nous avons besoin de construire des ponts. Ce pont que vient d'ériger ici le roi du Maroc pour resserrer les liens avec l'ensemble de ses voisins et des pays de la région constitue une initiative qui doit être la bienvenue pour tout le monde. Le Maroc joue un rôle majeur dans le maintien de la stabilité au niveau de la région. Le royaume a un gouvernement fort et il a un roi doté d'une large et grande vision. Aussi, le Maroc œuvre-t-il à établir la paix dans le Moyen-Orient et même en Afrique. De nombreux participants à ce forum estiment que le retour du Maroc à sa famille africaine est de nature à donner un nouvel élan à la coopération sud-sud. Sa Majesté a eu la sagesse de réintégrer l'Union africaine et a introduit une requête auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ceci tout à l'honneur des populations de notre communauté. J'ai confiance dans le développement du Sahara marocain, j'ai confiance dans le développement du Maroc et je pense en effet que la stratégie de Sa Majesté qui est de jeter des ponts et des liens avec l'Afrique subsaharienne est extrêmement positive et que la réadhésion du Maroc à l'Union africaine est évidemment d'avoir un grand succès diplomatique pour le Maroc et aussi, bien sûr, une perspective très positive pour l'avenir. Au Forum Grand Montana, un invité surprise a fait son entrée dans la salle du Palais des Congrès de Dakhla. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui n'a pas manqué de louer les efforts entrepris par le Maroc pour le développement du royaume et de l'Afrique. Qui peut dire qu'il a pu avoir la chance d'avoir le discours révolutionnaire au sens réel du terme sur la modification de la Constitution, sur les progrès de la démocratie, sur l'ouverture aux forces politiques marocaines dans leur diversité. Aujourd'hui, le Maroc est fort et stable, et donc quand le roi du Maroc souhaite que je puisse m'exprimer dans un endroit qui lui est cher, pour moi, vous savez, l'amitié, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. Et ma présence est un fait. Le Forum Grand Montana s'impose de plus en plus sur l'échiquier international comme un événement agitateur d'idées, comme un espace de réflexion où l'Afrique affronte ses défis de développement avec courage et sérénité. Des défis comme la sécurité alimentaire, la santé publique, la gouvernance et les changements climatiques. Grand Montana, c'est le Davos de l'Afrique et ça se consolide tout le temps. Il y a beaucoup de personnalités africaines, des dames et des messieurs. Les sujets sont intéressants, sont de la prospective et faire ça au Maroc témoigne de l'intérêt du Maroc pour l'Afrique et de l'intérêt de l'Afrique pour le Maroc. En plus de cela, ça dépasse l'Afrique. Il y a des Européens ici. Le Maroc prend de belles initiatives pour favoriser le dialogue, permettre l'échange entre des pays qui ont beaucoup à apprendre les uns des autres. On parle trop souvent de l'Afrique comme d'un continent qui est confronté à de grands défis, ce qui est vrai. Sa force et son avenir, c'est de transformer ces défis en réalisation et en atout. Dakhla est aujourd'hui the place to be, l'endroit où il faut être pour envisager l'avenir de l'Afrique. Ce continent qui croit en ses capacités de façonner son destin par sa jeunesse, par ses femmes, par ses potentialités, mais aussi par la dynamisation de la coopération sud-sud. Le Maroc est fortement engagé sur cette voie. Pour le Royaume, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique afin de répondre aux aspirations des populations. Direction Ain Aouda, où son Altesse royale, la princesse Leila Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a visité l'éco-école Al Masjid à l'occasion de la 12e année du programme éco-école, l'un des fers de lance de la fondation pour faire de l'éducation au développement durable une partie intégrante de l'éducation des enfants. Hanan Arsalan, Mohamed El-Lejkar. L'école rurale Al Masjid. Elle est inscrite depuis 2010 au programme Éco-École et elle a reçu le pavillon vert en 2012. Al-Masjid est l'une des éco-écoles modèles au niveau national.
Plus de 1900 écoles sont déjà inscrites dans le programme Éco-École. Au cours de sa visite à cette éco-école, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a échangé avec les élèves du comité de suivi de l'école, des enfants de 5 à 12 ans, qui se mobilisent avec conviction depuis 2010, date donc d'adhésion de leur établissement scolaire au programme Éco-École. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a notamment visité 6 salles de classe avec chacune un thème sur la protection de l'environnement, la valorisation des déchets ou encore le recyclage et l'économie de l'eau. Le programme Éco-École ne se limite pas à transmettre de simples connaissances. Les élèves de l'école Al-Majid, par exemple, ont fabriqué des poubelles de tri avec des boîtes à œufs. Ils ont cuisiné un goûter collectif sain selon les principes acquis en abordant le thème de l'alimentation. Et ils ont changé les lampes à incandescence de l'école par d'autres à basse consommation. Les élèves de l'éco-école Al-Majid travaillent aujourd'hui à transmettre leur expérience à leur entourage et à d'autres établissements. Ils ont notamment réalisé avec l'aide de l'association Sourire d'Espoir un guide de l'élève écologique. Et grâce au réseautage piloté par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement que préside Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, l'école Al-Majid s'est également engagée cette année avec un autre établissement rural, l'école Boura de Taroudant, pavillon vert depuis 2013, avec qui elle partage aujourd'hui un jeu sur la consommation électrique des appareils domestiques, réalisé avec des matériaux recyclés. Éco-École est un des principaux programmes que la Fondation développe depuis sa création en 2001 afin d'éduquer et de sensibiliser à l'environnement tous les publics, enfants comme adultes ou décideurs, afin que les gestes de la vie quotidienne, les décisions des entreprises ou les politiques des administrations deviennent naturellement respectueuses de l'environnement. À travers presque une vingtaine de programmes développés dans l'éducation, la qualité de l'air et le climat, la protection du littoral ou encore le tourisme durable, la palmerie de Marrakech ou les jardins historiques. Et à l'issue de sa visite, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a posé pour une photo souvenir avec les élèves et le personnel administratif ainsi que le corps enseignant de l'établissement scolaire Al-Majid. Le Maroc plaide pour l'application de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en vue de trouver des alternatives pour un financement durable de l'agence pour les réfugiés palestiniens. En marge de la conférence des donateurs pour l'organisation onusienne à Rome, l'ambassadeur du Royaume à Rome, Hassan Abou Ayoub, a souligné que le Maroc est engagé à venir en aide aux Palestiniens, notamment dans la conjoncture actuelle et pour le soutien des activités de l'organisation confrontée à une crise aiguë depuis 3 ans maintenant, au regard du nombre de plus en plus croissant des bénéficiaires. L'évacuation se poursuit dans le corridor humanitaire de la route orientale. Depuis hier, un exode massif de la population civile a débuté. Ils sont 20 000 à avoir quitté ce fief rebelle aux portes de Damas, sur le point d'être repris par les forces du régime. À pied, à moto ou en voiture, des familles syriennes épuisées et affamées ont quitté Hamourié et ses environs vers des zones gouvernementales, laissant derrière elles des proches et des maisons détruites par les bombardements du régime. Le dossier de candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde 2026 déposé hier au siège de la FIFA à Zurich. Le dossier technique se compose de 24 sections couvrant de nombreux domaines, dont la vision et la stratégie, le développement durable ou encore les informations techniques sur le pays. Il comporte aussi les 4 volets déterminants pour la FIFA, à savoir les stades, le transport, les sites d'entraînement et d'hébergement. Le Maroc se prépare actuellement à accueillir les experts de l'organisation pour la visite d'inspection officielle qui aura lieu du 17 au 19 avril prochain.
C'était la 4e édition de la verticale de la Tour Eiffel hier soir. 129 athlètes des 5 continents ont bravé le vent et le froid pour prendre le départ de cette course ascensionnelle complète du monument payant le plus visité au monde. Une course assez spectaculaire qui consiste à gravir, tenez-vous bien, les 1665 marches des escaliers de la Tour le plus rapidement possible. Et pour la 4e fois, le Polonais Piotr Lobodzinski et l'Australien Suzy Walsham ont remporté la course. Pour les vainqueurs, ce n'est peut-être pas la course la plus longue, mais certainement l'une des plus difficiles du fait de l'irrégularité des espaces entre chacune des marches. 25e rallye classique, les participants de la route du cœur continuent leur périple. Cette année, 2100 km ont été parcourus en 6 étapes pour cette escapade du cœur avec des voitures d'époque. L'arrivée des concurrents, c'était ce matin à Marrakech, au pied de la muraille. Mohamed Aïtlishkar. Après une pluie fine, enfin une percée du soleil. Au moment même où pointait Intramuros, le premier des 30 équipages du rallye Maroc classique. Les participants font leur entrée donc à Marrakech sous le soleil, après une semaine de rallye sous la pluie. Nous avons eu un peu moins de chance pour le temps, parce qu'il a fait relativement couvert et pluvieux. Mais par contre, on a passé d'excellentes journées dans des magnifiques paysages. Ce pays est somptueux. Le rallye classique aura emmené les concurrents des côtes atlantiques au Moyen Atlas. Puis dans le désert et les dunes, suivi de cols qui culminent à plus de 2500 mètres d'altitude dans le Haut-Atlas. Et enfin, cette arrivée dans la ville ocre. Tous les concurrents ont le sourire, ils ont passé une semaine assez incroyable, où on sera passé de Tanger et puis ensuite Ifrane jusqu'à Merzouga et repartir à Émile Chil pour arriver maintenant à Marrakech. Pour sa 25e édition, l'itinéraire du rallye Maroc classique aura permis aux concurrents un véritable voyage dans le temps entre Ifrane, Merzouga, Émile Chil, Jbel Sarou, Bilwidan et la belle palmeraie de Marrakech. Il y a à peine quelques mois, des restes trouvés au Maroc de 5 individus datant d'environ 315 000 ans, repoussés de 100 000 ans l'âge de notre espèce et plaidés pour son origine panafricaine. Voilà maintenant qu'une équipe internationale d'archéologues et de généticiens a fait une nouvelle découverte capitale dans la grotte des Pigeons à Tafoural, dans la région de l'Oriental. Il s'agit des plus anciennes traces d'ADN d'un Homo sapiens en Afrique, datées de 15 000 ans. Le ministère de la Culture et de la Communication affirme que l'équipe internationale a analysé l'ADN extrait de 9 squelettes humains découverts dans cette grotte. L'équipe qui menait les recherches dans cette grotte emblématique a été notamment dirigée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en compagnie de chercheurs allemands et britanniques. Un coup d'œil sur les couleurs du ciel maintenant. Le temps reste perturbé ce week-end. De fortes rafales de vent de 80 à 110 km/h intéresseront les provinces du Nord, mais aussi celles du Rif et de l'Oriental. D'autres villes sont également concernées par cette situation météorologique, comme Larache, Kenitra, Rabat, Salé, Sidi Qassam, Sidi Slimane, Ouazzane, Hajib, Sfro, Ifrane, Ouarzazat et Tinrir. De fortes pluies sont également prévues durant cette période dans les provinces de Chefchaouen, Ouazzane, Hoceima, Taounet, Tétouan, Fnedq, Madiq, Fas, Anjra, Tanger, Larache, Knetra et Sidi Qassam. Et puis de fortes pluies sont prévues durant cette période dans les provinces de Chefchaouen, Ouazzane et Hoceima également. Les univers se suivent et ne se ressemblent pas, ceux de 14 artistes photographes du Maroc et d'ailleurs qui exposent à Rabat. Les artistes livrent un regard sensible sur un monde où foisonnent des scènes de vie. Mounia Marouche et Iman Slaoui nous initient à des espaces de joie, de mélancolie et de rêve. Les univers artistiques se suivent mais ne se ressemblent pas. 14 photographes d'ici et d'ailleurs tentent de capter cet instant fugitif de la vie quotidienne. Christian Mamoun, lui, nous transporte dans les intérieurs parisiens. Alors que Brahim Ben Kiran nous livre ses petits poèmes urbains en couleurs. Une série qui s'appelle Home, que vous pouvez voir derrière moi. C'est une série que j'ai fait après 13 déménagements en 5 ans pendant mes études d'art en France. En fait, j'ai commencé à faire ces photos-là en observant les gens qui s'étaient installés quelque part, après avoir perdu un peu la notion de chez moi à cause de tous ces déménagements.
dans ces images-là, en fait, je viens spontanément chez les gens et j'apporte la lumière, un flash, mais je ne touche pas à l'appartement. La série que j'ai choisi de montrer dans cette exposition collective s'appelle Petit poème urbain. Et c'est une série où je traite des trajets habituels que je parcours chaque jour dans ma ville, à Casablanca, et que j'ai choisi de rendre poétique à travers une vision photographique assez inhabituelle, comme vous pouvez le voir. Ces artistes qui ont l'habitude de rêver en noir et blanc transfigurent le quotidien et nous font voyager dans des paysages poétiques et mais parfois un peu exotiques. C'est le cas de Laurent Hou, venu de loin pour nous faire plonger en quelques instants au cœur de la Chine. Une source d'inspiration qui est énorme après avoir passé 6 ans et demi en Chine. La Chine, c'est aussi une très grande source d'inspiration, c'est là que j'ai fait l'essentiel de mon travail photographique, mais découvrir un nouvel environnement, c'est toujours passionnant. En plus, il y a quelque chose de très différent entre la Chine et le Maroc, c'est la lumière. Autant de clichés construits sur la magie de la composition, du mouvement et de la lumière nous invitent à contempler le monde autrement, avec toute la sensibilité de la photographie. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, d'autres titres de l'actualité avec Mohamed Reda Labidi. Et demain, c'est sur cette même place que vous retrouvez Nisrine Aouzdar. À bientôt.